مشاهدي الكرام، كما وعدتكم المرة السابقة بأن كل مرة يكون عندنا واحد ضيف جديد. دونك معنا المحامي مسيو لوك، المحامي معروف في القضايا ديال العائلة والأسرة. جمعنا اليوم باش يشرح لنا بعض المواضيع اللي هي كتحتاجها الجالية وكتحتاجها أي امرأة وأي راجل باش يكون قانونيا وياخذ حقه. دونك سادتي وسيداتي غنخلي لكم مسيو لوك يقدم راسه هو بيدو. Donc, je vais poser les questions et je demande au maître Loïc de se présenter lui-même. Bonjour, donc je m'appelle Loïc Casagranda et je suis avocat depuis 2014 et je pratique essentiellement le droit familial. Donc, maître Loïc, donc ma question, je voudrais bien savoir comment ça marche avec la population marocaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce que donc, comme toutes les communautés, donc il y a le divorce chez les Belges, chez les Turcs, chez tout le monde? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand même le taux, mais donc une idée un petit peu. Par rapport au taux exact de divorce au sein de la communauté marocaine, c'est difficile parce qu'on n'a pas accès à des statistiques précises. Mais par contre, moi je constate dans ma pratique qu'il y a vraiment énormément de divorces au sein de, je dirais, toutes les communautés représentée à Bruxelles, donc ça peut être la communauté marocaine, communauté turque, mais également une communauté plus africaine, d'Afrique centrale, Afrique du Sud. Donc voilà, il y a vraiment, je dirais, un nombre de divorces conséquent à Bruxelles qui est prononcé chaque année par les tribunaux. Et je voudrais bien savoir, maître, à votre avis, quelles sont les causes vraiment qui poussent les gens maintenant de détruire une famille, de divorcer sans penser aux conséquences? Comment ça va, ils vont vivre les enfants ce divorce? Quels sont vraiment, parce que vous avez quand même dû gérer des dossiers, et vous avez toujours des dossiers, vous savez quelles sont justement les raisons. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le malentendu? C'est quoi? Ça va un petit peu dépendre d'un dossier à l'autre. Maintenant, au niveau des causes, c'est toujours compliqué, parce que chaque personne, je dirais, a sa raison de divorcer. Disons qu'en Belgique, un choix qui a été fait par le législateur, c'est de permettre de divorcer de manière assez simple. Donc le simple écoulement du temps permet en Belgique de divorcer. Donc peut-être que cette facilité de divorce pousse certaines personnes à plus vite divorcer. Maintenant, je pense que, comme je l'ai dit, chaque personne a vraiment ses raisons qui les poussent à divorcer. Et c'est vrai qu'en fin de compte, quand il y a une séparation et un divorce, il y a les enfants qui sont au milieu de ça. Et ça peut effectivement venir cristalliser les difficultés au sein du couple. Les juridictions en Belgique, en droit de la famille, donc le tribunal de la famille a toujours, je dirais, unique préoccupation l'intérêt de l'enfant et va essayer de trouver les solutions les plus justes, non pas pour les parents, mais vraiment pour les enfants. Moi, je trouve bien des fois que c'est toujours les femmes qui viennent se plaindre et qu'elles demandent des divorces et qu'elles mettent le tort toujours sur le mari, les agressifs et les violents. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui viennent vous voir à ce propos? Oui, moi j'ai régulièrement des hommes qui viennent me consulter en demandant le divorce, en expliquant qu'il y a des difficultés de couple. Parfois il y a de la maltraitance verbale, parfois de la maltraitance physique. Maintenant, ce type de reproche arrive tant du côté des hommes que du côté des femmes. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de règles par rapport à cela. Maintenant, je dirais que les personnes qui viennent me consulter en rendez-vous ont systématiquement des griefs à faire valoir à l'égard de leur époux ou de leur épouse. Et ce qui revient, je dirais, de manière récurrente, c'est souvent à tout le moins des disputes et parfois de la violence, du coup, verbale à tout le moins, et de temps en temps physique, malheureusement. Et là, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'agir sur le plan familial, donc de demander le divorce, mais aussi de demander à ce qu'il y ait, je dirais, des poursuites pénales. Et là, alors, on rentre dans le cadre d'une plainte, éventuellement devant le commissariat de police. D'après ce que je comprends de vous, maître, c'est que donc il faut commencer toujours pour entamer un divorce. Il faut commencer par une plainte chez la police, ou bien essayer la médiation. Quel est votre avis personnel? Quel est le préférable d'y aller vite au divorce, ou bien consulter d'abord et entamer? Je dirais en tout cas, la plainte pénale n'est pas du tout un préalable au divorce, donc vous pouvez tout à fait envisager un divorce sans plainte pénale, c'est même préférable s'il n'y a pas de problème de violence physique. Il faut bien évidemment éviter
la plainte pénale inutile. Au niveau, je dirais, de la vitesse à laquelle vous voulez divorcer, soit vous voulez aller très vite, et dans ce cas-là, effectivement, il faut tout de suite aller devant le tribunal pour faire prononcer le divorce, parce que c'est le juge uniquement qui peut prononcer le divorce. Par contre, si vous avez le temps et que vous avez des doutes sur le divorce, effectivement, moi je conseille vivement d'aller éventuellement dans une médiation, une thérapie familiale, une conciliation. Il y a beaucoup d'outils qui sont offerts aux justiciables pour essayer de trouver des solutions, pour ne pas arriver à la solution la plus radicale qu'est le divorce. Parce que le divorce est toujours la dernière solution, et après ça, malheureusement, c'est difficile de faire marche arrière. Donc, comme vous appelez dans le langage juridique le divorce intelligent. C'est ça la médiation, donc il faut commencer par la médiation et après le reste. Ouais, disons que dans ma conception, en tout cas de la pratique du droit familial, le divorce est vraiment la dernière solution à envisager, et avant ça, il faut toujours essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité pour le couple de redémarrer sur de bonnes bases, et c'est là que la médiation va parfois permettre de comprendre les griefs que chaque époux se fait à l'autre, et de comprendre comment on a pu en arriver à une situation aussi conflictuelle, et de temps en temps, il y a des couples qui me consultent, et qui arrivent à, je dirais, faire un travail de remise en question et de repartir sur de bonnes bases. Et grâce à ça, le couple parfois redémarre sur d'excellentes bases. Aussi, je voudrais bien poser la question en maître, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez vous et des fois, ils veulent bien annuler leur mariage et te racontent que ce soit l'homme, que ce soit la femme, pour gagner profit. Peut-être, c'est vrai, peut-être il y a des moments, parce que je ne peux pas me prononcer que c'est pas vrai. Il y a de vrai, il y a aussi des fois, ils viennent avec oui, mais il m'a épousé, c'est pour les papiers. Oui. Et qu'ils veulent annuler. Oui, ça arrive effectivement de temps en temps. On a des personnes qui nous consultent pour ce qu'on appelle une annulation de mariage. L'annulation de mariage, il faut bien la distinguer du divorce, parce qu'on est sur quelque chose de fondamentalement différent. Je dirais, la différence fondamentale entre le divorce et l'annulation de mariage, c'est que l'annulation de mariage, elle va avoir des effets pour le passé et également pour le futur. Là où le divorce aura simplement des effets pour le futur. L'annulation de mariage, elle est classiquement admise pour des cas principaux. C'est par exemple les mariages qui n'ont pas été célébrés devant l'officier de l'état civil, ou le mariage par rapport avec une mineure, le mariage bigame. Ça, ce sont des cas classiques d'annulation. À côté de ça, vous avez aussi les annulations pour vice de forme. Et là, c'est l'erreur, la violence, sont des choses qui peuvent donner lieu à annulation. Et c'est là que rentre la catégorie, par exemple, de tout ce qui est mariage blanc ou mariage gris. C'est que les conditions du mariage ne sont pas respectées et justifient alors une annulation. Mais disons que de manière générale, si le couple s'est formé et qu'il y a eu une vie familiale et qu'il y a eu vraiment, je dirais, des sentiments échangés entre les époux, on n'est pas dans l'annulation de mariage, mais plutôt dans le divorce et le constat de l'échec de la vie de famille. Vous avez parlé, maître, vous m'avez mis la puce à l'oreille, du mariage, parce que nous, ce qu'on fait, on est toujours mariage en blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage, c'est une question, je paye une certaine somme. Ben voilà, vous acceptez de dire que vous êtes mon mari, le mariage n'est pas consommé, ni rien du tout. C'est pour obtenir, évidemment, la nationalité ou le passeport. Ça, c'est le mariage en blanc. Ça, on est d'accord, mais maintenant, le mariage gris, moi, je donc, pour la première fois, qu'est-ce que c'est le mariage gris? Comment il faut prouver le mariage gris? C'est quoi? Le mariage, donc pour expliquer, le mariage blanc, c'est effectivement le mariage où tout le monde est bien conscient qu'il n'y a aucun projet, je dirais, d'amour et de mariage, et donc tout le monde est bien conscient que le mariage n'a que pour objectif d'avoir, par exemple, les papiers. Le mariage gris, c'est différent, c'est dans la mesure où il y a un des deux époux qui a vraiment cet objectif de fonder une famille, de se marier avec de vrais sentiments, et par contre, l'autre époux n'est pas du tout dans cette optique-là, il est dans une optique, je dirais, d'avoir un autre intérêt, qui est parfois, effectivement, le fait d'avoir des papiers. Et donc là, on parle d'un mariage gris, parce qu'il y a quand même des sentiments qui ont été développés par un des deux, et donc c'est un petit peu plus difficile émotionnellement pour cette personne de se rendre compte qu'effectivement, le mariage n'était pas partagé de la même manière par l'autre. Comment le prouver? C'est toujours compliqué. Il faut réussir à prouver devant le juge que le mariage n'était pas réellement un projet partagé par l'époux. Alors ça peut se prouver par différentes manières. Ça peut être des échanges de mails qui le démontrent, des SMS, des photos. Voilà, il faut essayer de constituer un dossier de pièces le plus complet possible pour convaincre le juge que le mariage était bien un mariage. Oui. Mais il y a aussi une certaine chose, c'est que dans ce mariage, des fois, par exemple, un homme, soit une femme,
après avoir vécu 10 ans, 5 ans avec le mari, l'inverse. Donc, et après 10 ans, il y a un enfant et qu'il se rendait compte que quand même qu'il a été lésé. Est-ce qu'elle peut faire une annulation de mariage? On peut toujours demander une annulation de mariage devant le juge, même après 5 ans ou 10 ans de couple. Maintenant, il faut bien se rendre compte que c'est plus difficile d'obtenir une annulation de mariage plus le temps passe. Parce que, habituellement, on considère que le mariage blanc ou le mariage gay est quand même souvent un mariage qui dure très peu de temps, afin juste de permettre d'avoir par exemple le papier et ensuite d'arriver à ses fins assez rapidement. Donc quand on arrive sur une durée de mariage qui est longue, on suppose qu'il y avait quand même malgré tout une vie de famille là derrière et que donc le mariage était là forcément un mariage blanc. Ouais, c'est difficile de savoir exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement malins qu'ils veulent blesser la personne qui les a fait des papiers. Alors il dit bon, si je fais un papier, moi j'en ai vu sur des cas, je connais ça vous dira, c'est qu'après avoir faire un enfant, l'aider en arrivant de là-bas, c'est comme au Maroc, en Algérie, que ce soit Britannique, l'aider est déjà de venir obtenir le papier. On est déjà là. Alors, on consomme le mariage. C'est bien déjà avec ces idées de que quand tu obtiens les 50, tu obtiens la nationalité, tout ça. Ou bien, il faut faire un enfant. Et ça, c'est grave. Et c'est ça ce que je voulais bien savoir. C'est parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce qu'on peut annuler parce que je me ressens à la fin des choses? Ça, la question était posée. Donc, par rapport à l'annulation de mariage, il faut bien se rendre compte que quand il y a une annulation de mariage pour des motifs frauduleux, ça peut donner lieu à une enquête du parquet et donc à des poursuites pénales éventuelles à l'égard de la personne qui a commis ces faits-là. Donc là, il y a quand même un très gros risque au niveau de punissable par la loi. Et ensuite, vous avez par cette enquête pénale, je dirais l'enjeu qui est bien évidemment la perte du droit au séjour. Et par rapport à la nationalité, vous l'avez dit, il y a plusieurs critères qui permettent d'avoir la nationalité belge. Et il y a notamment le fait de résider en Belgique depuis un certain nombre d'années et également le fait d'avoir un enfant qui est né sur le sol belge. Donc ça, ce sont des critères qui permettent de demander la nationalité belge. Maintenant, ça c'est la loi qui prévoit les conditions. Si elles sont respectées, on a le droit à acquérir la nationalité belge. Maintenant, comme je vous le dis, s'il y a des faits punissables qui sont commis, ça peut bloquer le dossier d'octroi de la nationalité. Encore, j'ai une question, c'est pour les gardes d'enfants. En général, toujours, on octroie la garde d'enfants à la maman, ce qui est logique, c'est normal, à un certain âge, je ne m'y oppose pas, normalement les lois sont comme ça. Mais il y a aussi des gens qui perdent les enfants rien que pour les allocations familiales, que ce soit femmes ou hommes. Et ils mènent un combat rude pour avoir seulement la garde de l'enfant, pour avoir les allocations familiales et les intérêts. Qu'est-ce qu'ils disent s'il y a une plainte qui est déposée à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils disent les lois? Mais au niveau de l'hébergement, il y a une loi qui dit clairement que la première solution d'hébergement que doit envisager le juge, c'est l'hébergement alterné égalitaire. C'est-à-dire que tant le papa que la maman ont 50% du temps avec l'enfant, sauf contre-indication. Les contre-indications, elles sont multiples. C'est par exemple le jeune âge de l'enfant. On va considérer qu'un enfant de 6 mois, 1 an est peut-être trop jeune pour envisager des contacts aussi longs avec les parents, parce que les experts considèrent que les enfants aussi jeunes ont besoin de voir régulièrement les deux parents et de ne pas être séparés trop longtemps. Ça, c'est par exemple des contre-indications fréquentes au niveau du tribunal de la famille. Les autres contre-indications, elles sont multiples. Par exemple, un parent qui est totalement indisponible parce qu'il travaille tout le temps, alors on va considérer que c'est compliqué de lui donner l'enfant en permanence. Et comme autre contre-indication, on a effectivement, l'effet de violence, l'effet d'alcoolisme sévère qui empêche un parent de s'occuper correctement de l'enfant. Tout ça va pousser, le juge à freiner l'hébergement égalitaire et à plutôt s'orienter vers un hébergement plus fractionné, avec un hébergement principal pour la maman et un hébergement secondaire plus réduit du coup pour le papa. Encore, ça peut être le contraire également. Si c'est la maman qui travaille énormément et le papa qui est à la maison, dans ce cas-là, on inverse tout ça. Mais l'objectif
sur le long terme est toujours d'arriver vers un hébergement égalitaire si les conditions le permettent. Mais disons que habituellement on va essayer de trouver la meilleure solution pour les enfants. On va considérer que la meilleure solution elle sera toujours trouvée par les deux parents ensemble qui arrivent à se mettre autour d'une table, discuter et trouver les solutions les plus adaptées aux enfants. Quand ça ne fonctionne pas parce qu'un des deux parents bloque ou parce que les deux parents n'arrivent pas à communiquer entre eux, effectivement, on est plutôt amené à arriver devant le tribunal. Et devant le tribunal, il peut y avoir des dossiers où les enfants vont être mis vraiment dans le conflit parental, au milieu du conflit, ce qui va être extrêmement mauvais pour leur développement personnel. Et dans ce cas-là, les juges, si on arrive à démontrer, je dirais, le comportement d'un parent qui met les enfants au milieu du conflit parental, le juge peut sanctionner ce type de comportement. Et habituellement, soit on envisage alors des rencontres encadrées, donc si par exemple un père ou une mère a des propos complètement dénigrants à l'encontre de l'autre parent, on va essayer de surveiller les propos de ce parent en encadrant les visites. Donc c'est les espaces rencontres où le papa ou la maman vont voir l'enfant dans un centre, accompagné d'experts et de professionnels de la petite enfance, qui vont pouvoir vérifier que le discours tenu par le parent est bien adéquat et n'est pas nocif pour les enfants. Si ça ne fonctionne pas, effectivement, on doit mettre fin alors aux rencontres et malheureusement là on est sur une suspension d'hébergement. Si par contre on se rend compte que le parent arrête les propos dénigrants, dans ce cas-là on va aller vers un hébergement de plus en plus large, mais le juge va toujours être extrêmement attentif à la situation pour être bien certain que l'enfant qui est au milieu du conflit n'est pas balancé entre le milieu maternel et le milieu paternel. C'est vraiment, je dirais, la seule considération du juge, c'est toujours d'avoir l'intérêt de l'enfant bien dans le viseur pour être certain que l'enfant puisse se développer correctement dans la vie. Mais si je pose la question, c'est maintenant l'enfant lui-même, il se plaint, où il faut s'adresser. Parce que des fois, on met les paroles en doute. En doute. Oui. Des fois, mais les parents, quand ils vont y aller chez le juge, j'ai vu ça, j'ai vu tout ça maintenant, il va se plaindre dans le commissariat où il va se plaindre ça, il y a le doute. On dit parce qu'ils sont en conflit, il vient raconter des choses que l'on trouve pas bien, mais tellement c'est une bière froide, comme on dit. Oui. Mais maintenant, c'est l'enfant lui-même, et que les gens ne trouvent pas de solution, ils ne sont pas à l'écoute. Il y a vraiment des bleus, il y a des trucs comme ça. Ce qui est important, c'est que un juge va devoir toujours prendre position dans un dossier sur base des pièces du dossier. Donc un juge ne peut pas croire sur parole l'un des deux. Le juge a besoin d'avoir des documents qui vont pouvoir attester de la réalité de la situation. Par exemple, un constat médical prouvant qu'il y a eu des coups et blessures vont pouvoir convaincre le juge de la réalité de la violence au sein de la famille. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Ça peut être effectivement des attestations de proches qui témoignent et qui disent qu'effectivement il y a une violence au sein de la famille. Un autre élément, c'est que les enfants peuvent, s'ils ont plus de 12 ans, être entendus par le juge. Donc le juge va automatiquement envoyer une invitation à être entendu pour tous les enfants de plus de 12 ans. Et dans le cadre de cette audition auprès du juge, l'enfant peut se confier et faire état effectivement de violence. Et là, le juge sera directement informé de la situation. Ensuite, c'est le juge qui décide s'il accorde du crédit aux déclarations de l'enfant, s'il estime que tout ça est crédible. Si maintenant les faits de violence sont, je dirais, à ce point-là problématiques et avérés, il y a toujours la possibilité de faire intervenir non plus alors le tribunal de la famille, mais le monde protectionnel et de protection de l'enfance. C'est par exemple le SAJ, donc le service d'aide à la jeunesse, qui va pouvoir intervenir au sein de la famille pour voir où sont les difficultés. Et là, dès que l'enfant est en danger, le SAJ peut intervenir. Le SAJ, on est sur une aide volontaire, donc les parents sont d'accord d'intervenir dans le cadre de cette aide. Et si cette aide ne fonctionne pas parce qu'un des deux parents bloque, et là, dans ce cas-là, le dossier peut être transmis au tribunal de la jeunesse. Et là, c'est un juge qui va décider de ce qu'il faut faire pour les enfants. Donc, dans les dossiers où il y a de la maltraitance sur les enfants, on arrive fréquemment au tribunal de la jeunesse avec des décisions qui sont prises. Et la décision la plus grave, c'est effectivement le placement de l'enfant au sein d'une institution pour le protéger. Tout à fait ravie de cet éclaircissement. Et je suis très heureuse de vous avoir vu. Et je vous inviterai encore une fois ou deux ou trois
Je sais que vous êtes un homme de cœur. Vous n'allez pas me refuser ça. Donc, je vous laisserai pour dire un petit mot. Quel conseil vous pouvez donner aux parents comme avocat? Moi, je dirais 2 conseils. Le premier, c'est effectivement de toujours bien avoir à l'esprit que l'intérêt du dossier, c'est l'intérêt de vos enfants, et de réussir à un petit peu prendre de la distance par rapport au conflit qu'il peut y avoir avec les parents. Donc, il peut y avoir, je dirais, un gros conflit à l'égard de votre époux, de votre épouse, de toujours se dire que l'enjeu est plus important que ça. Donc, on a tendance à dire que il peut y avoir un mauvais époux, mais un bon papa ou une bonne maman. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes qu'il faut réussir à distinguer. Le problème, c'est que quand on est en plein conflit, c'est parfois difficile de prendre cette distance dans le dossier. Et c'est là que l'avocat peut être, je dirais, d'une certaine utilité. C'est que l'avocat va pouvoir parfois permettre d'un petit peu sortir du conflit et de réussir à voir ça avec un petit peu plus de distance. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est effectivement de venir consulter un avocat, ne fût-ce que pour une consultation, pour avoir simplement une vision de quels sont vos droits et vos obligations en tant qu'époux, épouse ou en tant que parent. Et ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations. Parce qu'on se rend compte quand on consulte en droit familial qu'il y a souvent vraiment une incompréhension de la manière dont fonctionne la justice et de la manière dont sont appliquées les lois. Merci maître. Donc سيداتي انساتي سادتي، انتم استمعتم للمتر الويك على النصائح اللي قدمناها، مشكورا جدا، وان شاء الله اودعكم في حفظ الله الى حلقه اخرى مع شخصيه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.